Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la signature d'un accord de prêt par le Bénin et la Chine. Cet acte à terme doit contribuer à développer les capacités de production et de distribution d'eau dans le département des Collines. Noélie Yarigo décroche une médaille d'argent aux Jeux de la francophonie d'Abidjan en 2017. L'athlète béninoise termine l'épreuve du 800 mètres à la deuxième place. Et puis les coûts du pétrole brut ont connu une légère hausse ce lundi. C'est en Asie que l'on note cette hausse. De l'eau potable pour tous, cela devrait être une réalité dans quelques mois. En tout cas, pour les populations des communes du département des Collines, un accord de prêt a été signé à cet effet ce lundi par le Bénin et la Chine. C'est le deuxième pays, vous allez l'entendre, qui l'accorde au premier et apporte par voie de conséquence son soutien au programme d'action du gouvernement PAG et au chef de l'État, Patrice Talon. La Chine accorde un prêt concessionnel de plus de 50 milliards de francs CFA au Bénin. Ce prêt est un appui de la République populaire de Chine au Bénin dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour le volet fourniture de l'eau potable dans le département des Collines. L'accord porte essentiellement sur le renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savè, d'Assazoumé, Glazoué et environ. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin, Minxing Diao, se réjouit de cette action. La signature des accords bilatéraux entre nos deux côtés, deux gouvernements, c'est tout simplement un signal. Un signal que le gouvernement chinois voudrait bien soutenir le PAG du Bénin. Premièrement, c'est-à-dire le soutien du gouvernement pour le développement économique et social du Bénin. Deuxièmement, c'est surtout pour bien soutenir le gouvernement de M. Patrice Talon et le PAG. Et troisièmement, c'est aussi la signature et le symbole des amitiés existantes entre la Chine, le peuple chinois et le peuple du Bénin. Cet accord de prêt est le résultat d'une négociation personnelle du président de la République, Patrice Talon. Il fait de l'accès universel à l'eau potable d'ici 2021 sa priorité. Donner de l'eau potable à une population, c'est faire la première des préventions et dans tous les domaines. Donc, la signature de cet accord entre M. l'ambassadeur et moi-même vient de lancer, j'allais dire, de poursuivre le programme de fourniture d'eau potable à toute notre population à l'horizon 2021. Ce programme ambitionne de développer les capacités de production et de distribution d'eau en milieu urbain, périurbain et rural au profit de 5,8 millions de personnes. Sont concernées 2,5 millions de personnes en milieu rural et 11 800 localités de notre pays qui, pour le moment, n'ont pas les points d'eau fonctionnels et ceci devra couvrir 2,7 millions de personnes en milieu urbain et périurbain. Ainsi, à travers cet accord de prêt, le gouvernement entend atteindre l'ODD numéro 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Le lancement officiel des travaux de réalisation des infrastructures de fourniture en eau potable se fera dans quelques jours. Les populations du département des Collines pourront manifester leur soulagement face à un défi de tout temps. Sport, Noélie Yarigo décroche la médaille d'argent au 8e jeu de la francophonie d'Abidjan 2017. Elle a terminé l'épreuve du 800 mètres à la deuxième place en 2 minutes 1 seconde. C'est une Marocaine qui finit à la première place. Elle a nom Malika Akawi. On ajoute que le Bénin totalise, outre la médaille de Yarigo, 3 autres médailles, toutes de bronze, dont celle de Faisal Atiba, obtenue au saut en longueur en e-sport grâce à un saut de 5 mètres 53. Sous les feux de l'actualité également, la qualification du Bénin pour le prochain tour des éliminatoires du CHAN 2018. Je vous le disais hier, les écureuils locaux se sont qualifiés après avoir battu les Togolais au tir au but 8-7. Le score du match à la fin du temps réglementaire était de 1 but partout, le même que celui du match aller. Alors que vous découvrez quelques images donc de cette séance des tirs au but à égalité parfaite. Les deux équipes se sont donc départagées donc
car l'issue de l'épreuve des tirs au but, épreuve remportée, on le rappelle, par le Bénin, dont le sélectionneur, le capitaine, évoque ici le match du dimanche. On les écoute, on entendra d'abord un Togolais. Par rapport au match de Lomé, bon, c'était pas facile pour nous parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui jouaient leur premier match officiel. Vous avez vu, en première partie, on était effectivement crispés, mais en deuxième, on a essayé de donner tout le meilleur pour revenir au score. Dieu merci, on l'a fait. Mais on savait qu'arrivé au Bénin ici, on allait faire tout pour gagner le Bénin, mais malheureusement, bon, on n'a pas pu le faire. Mais j'espère qu'on a tout donné pour pouvoir se qualifier, mais désolé. L'objectif c'était de gagner. Mais à Lomé on ne l'a pas fait, mais ici il y avait de la place. Parce qu'en deuxième partie, vraiment il y avait de la place. On pouvait marquer 2 ou 3 buts. Mais malheureusement on n'a pas pu marquer. Donc peut-être fier, à preuve que vous avez vu le tour que les joueurs ont fait. Hein. C'est quoi le problème? Il faut gagner. Il faut marquer un but de plus pour se qualifier. On l'a fait. La manière, il y a une équipe qui a produit du jeu. Au Togo, on pouvait être content de faire un match nul. Mais par contre, on savait que ce n'était pas facile. Le foot reste le foot, que ce soit chez toi ou à l'extérieur. Franchement, il faut joindre les deux bouts. Ouais, mais au tir au but, ça reste le foot. Un peu avec pourquoi ils n'ont pas arrêté le match. Donc on est qualifié, on est content d'être qualifié et on doit se préparer doublement parce que c'est le Grand Nigeria. Ils vont envoyer la CAF. Nous aussi, on a porté une réserve contre eux. Voilà, on espère que pour nous, ça va marcher. Je peux dire un mot. Je crois que ça reste administratif et que ce soit le comité exécutif de la fédération béninoise ou togolaise, ils vont se justifier là-bas. L'essentiel, c'est de jouer. Nous, on a joué. Et le reste, ils ont porté des réserves qui vont peut-être les faire qualifier. C'est le Nigeria. On a joué contre le Ghana chez eux. On a fait match nul. Hein. Le Nigeria, ils n'ont pas de tête. Il faut qu'on se reprenne au travail dès maintenant. Voilà. J'espère que ça va payer. Du Nigeria, on en parle dans quelques minutes. En attendant, place à présent au ressenti des supporters, des écuries locaux supporters. Vous vous en doutez, en joie au moment où on les interrogeait ce dimanche, mais supporters concentrés sur la prochaine épreuve du Bénin, à savoir la double confrontation face au Nigeria. Vraiment, l'accouchement a été vraiment difficile, mais Dieu merci qu'on a pu arriver à la hauteur. Mais aujourd'hui, on a mis les pédiens dans notre sauce là. Et j'aurais préféré que tous les buveurs du Bénin là, la chanson qu'ils vont chanter aujourd'hui là, c'est les pédiens dans la sauce. J'en ai fini, je suis très heureux. Dans la sauce, et pédiens dans la sauce. Je suis très content de cette victoire et c'est une équipe qui a un fond de jeu et je pense que malgré qu'on n'ait pas un championnat et encore au point, d'accord, je pense que nous pourrons quand même nous en sortir. C'est vrai, on va rencontrer le Nigeria qui est un dur morceau. Mais je pense quand même avec un travail plus en profondeur et le championnat qui va reprendre, et je pense qu'au match au Bogo pourra détecter d'autres talents, surtout des buteurs. C'est ça qui a manqué à l'équipe. Et comme ces supporters, ce sont des ministres au métier du sport et Kokou de l'enseignement secondaire heureux que nous avons interrogés. Je vous propose de les écouter. Très heureux pour nos joueurs, très heureux pour le public sportif. Je veux vraiment féliciter les joueurs, remercier le public qui s'est mobilisé jusqu'au bout. Ça a été très dur, ça a été très difficile, mais Dieu merci, on a gagné. Je remercie vraiment tous les Béninois, je leur dédie cette victoire. C'est une victoire collective et je veux dire que vraiment le Bénin va avancer. Il faut faire confiance au gouvernement. Il faut dire que les nôtres, à la première mi-temps, ils avaient quand même les occasions pour marquer. Mais à la deuxième mi-temps, les deux équipes se sont battues vraiment. Et on a eu de beaux buts, de part et d'autre. Bon, maintenant on est arrivé au tir au but. Et moi, je suis content parce que j'ai gagné. Mon équipe a gagné. Bon, c'est tout. Sinon, le match était équilibré quand même. Hein. Il était au cœur des débats du temps de l'ancien chef d'État béninois Boni Yayi. Il s'agit de l'hélicoptère présidentiel et le temps a beau passer, il suscite encore des réactions. Objet de la dernière, le coût des déplacements en hélicoptère de l'ex-président du Bénin. C'est le journaliste Marcel Zoumenou du journal La Nouvelle Tribune, auteur d'une enquête journalistique sur la question qui nous le révèle. Avant lui, Epiphane Kenom a évoqué le sujet dans un numéro de notre émission Dimanche Politique. Il n'est pas un secret que dans l'histoire politique du Bénin, l'ex-chef d'État Boni Yayi est le dirigeant qui a le plus emprunté l'hélicoptère pour ses déplacements à l'intérieur du pays. La polémique née à cette époque sur le coût de ces déplacements ne faiblit pas près de 2 ans après son départ du pouvoir. Elle est même nourrie par ses anciens collaborateurs.
Invité sur l'émission Dimanche Politique de Eden TV le 14 juillet 2017, Epiphane Kenom, l'un de ses anciens préfets, avance des chiffres ahurissants. La location d'un hélicoptère par jour coûtait près de 20 millions au pays. 20 millions fois 10 jours, ça fait 200 millions. Et 200 millions fois 30, ça veut dire que fois 3, il y a 10 jours, 3 fois dans un mois, ça fait 600 millions par mois. Et si nous avons 10 mois, ça fait 6 milliards. Et donc, or nous avons 12 mois dans l'année, ça fait 7 milliards 200. 600 millions le mois pour la location d'hélicoptères sous Boni-Yayi, selon son ancien préfet. Le journaliste Marcel Zoumenou, ayant réalisé une enquête sur le sujet, évoque des chiffres légèrement en baisse, mais une facture toujours salée. Le gouvernement, par le biais de la société béninoise des hydrocarbures, allait louer des hélicoptères au Nigeria. Et la facture était salée parce que ça avoisinait presque même 500 millions par mois. Et donc, ils ont décidé d'acquérir eux-mêmes leur propre hélicoptère qui, malheureusement, une fois acheté, n'a plus jamais servi pour le déplacement des agents en haute, mais pour les déplacements du chef d'État. De la location d'hélicoptères initialement prévue pour le déplacement des agents sur les plateformes pétrolières, on aboutira à l'achat d'hélicoptères avec un détournement d'objectifs et une facture d'entretien au temps salé. L'hélicoptère, l'achat de l'hélicoptère, ça avoisinait, c'est un peu en dessous de 10 milliards pour acheter l'hélicoptère. Ça fait 13 millions et quelques d'euros. En CFA, ça fait 9 milliards et quelques. Quand vous avez un hélicoptère, comme celui-là qui est un hélicoptère Agusta turbo, vous dépensez en moyenne 250 à 300 millions chaque mois pour les entretiens et la carburation. En dehors de ça, il faut ajouter à cela le salaire du pilote, du mécanicien qui était des Français. Je n'ai taillé aucun secret en disant que le salaire pour les deux avoisinait environ les 26-27 millions. Et donc vous ajoutez cela à ce que coûtent les frais de carburation et de check, ça avoisine environ 300-350 millions par mois. Un hélicoptère acquis à coût de milliards de francs CFA, qui finira sa course dans un crash le 26 décembre 2015 avec à son bord l'ex-premier ministre Lionel Zinsou, sorti indemne de l'accident. Pour Marcel Zoumenou, il s'agit simplement d'un gâchis. Un hélicoptère qui a une vie très courte. Il a été mis en service en 2014 et en décembre 2015, l'hélicoptère a crashé. Près de 383 heures de vol. Tous les Béninois voyaient cet hélicoptère blanc immatriculé TY ABC qui roulait presque tous les jours. Et un second hélicoptère a été acheté par la suite et qui est toujours là, je crois. On pouvait éviter cela et économiser l'argent pour faire autre chose. Marcel Zoumenou souhaite désormais l'ouverture d'une enquête judiciaire pour que puissent répondre les différents acteurs impliqués dans l'achat, la gestion et le crash de cet hélicoptère. Enquête journalistique encore, celle dont je vous propose de découvrir la teneur sont relatives à la santé. Tenez, à Tchaourou, ville du nord du Bénin, des cabinets privés de soins exercent en toute illégalité. Pire, ce sont des agents de santé non qualifiés qui y exercent avec la complicité des agents de l'État dans la Liborie, un des 12 départements du Bénin. C'est la prise en charge des patients qui pose problème, n'est-ce pas, Moriagua? Cette conférence de presse vise à présenter les résultats d'investigation des journalistes Flore Nombimé et Vadim Kirin, dont les thèmes sont respectivement intitulés « Prolifération des cabinets de soins non autorisés quand le laxisme de l'État encourage le drame » et « Prise en charge des patients, la Liborie en quête d'agents de santé ». Dans la commune de Tchaourou, les cabinets privés illégaux exercent en toute quiétude. Seulement 9 autorisés sur 15 recensés. Flore Nombimé. Selon la quasi-totalité des personnes que j'ai rencontrées sur le terrain, ces cabinets sont exploités par des agents de santé non qualifiés, c'est-à-dire des gens n'ayant aucun diplôme officiellement reconnu par l'État, même si on retrouve aussi des infirmiers. Sur le terrain, c'est des aides-soignants qui se retrouvent à pratiquer des accouchements alors que, selon la loi, un accouchement ne peut être pratiqué que par une sage-femme. Et pourtant, il existe des contrôles inopinés diligentés par l'État. Mes interlocuteurs m'ont aussi parlé de certains actes de corruption. Et cela a été confirmé par un cadre du ministère de la Santé qui a tenu à garder l'anonymat.
il a reconnu que certains agents de contrôle prennent de l'argent sur le terrain et ferment les yeux sur des irrégularités qu'ils sont censés dénoncer. Les conséquences causées par le non-respect des normes sont dramatiques selon les résultats présentés. Ces agents n'arrivent pas à détecter les signes de danger. Ils font aussi des erreurs de diagnostic, des erreurs de traitement qui se soldent par des décès quand ce n'est pas des conséquences, quand ce n'est pas des séquelles que les populations traînent à vie. Et sur un autre plan, ces cabinets entrent en concurrence déloyale avec déjà les formations sanitaires publiques et les formations sanitaires privées autorisées. Dans le département de la Liborie, la prise en charge des patients de façon réelle est encore une utopie. La Liborie, je vous ai dit, c'est 6 communes, mais c'est 6 communes avec un seul pédiatre. Je vais vous situer un peu pour comprendre. Le pédiatre est au chef-lieu de la commune. Ce chef-lieu, c'est Kandi. Gogounou est à 37 km de Kandi. Banikwara, 75. Malanville est à 102 km. Karimama, 115. Segbana, 95. Imaginez l'enfant qui n'est pas autour de Kandi et qui a besoin des soins du pédiatre. En 2017, Karimama ne dispose pas d'une sage-femme. Mais nous avons 4 maternités à Karimama. Une sage-femme pour 4 maternités. Mais celle qui a été recrutée, elle n'est pas APE, elle n'est pas agent contractuel de l'État non plus, mais elle est plutôt sous contrat saisonnier. Piami, c'est à 7 km de Segbana. Dans ce dispensaire, s'il sonne 19 heures et votre femme veut accoucher, l'agent de santé qui est là assure l'accouchement, torche à la bouche. Peut-on imputer alors la responsabilité de ces situations à la mauvaise répartition des agents de santé au Bénin? Tout le monde veut rester à Cotonou, tout le monde veut rester à Porto-Novo, tout le monde veut rester à Parakou, dans les grandes villes. Les zones déshéritées, personne ne veut rester. Alors que nous, la majorité de la population béninoise, près de 54%, un peu plus d'ailleurs, est en zone rurale. Financée par Oziwa, cette conférence de presse est la dernière prévue dans le cadre de la présentation des résultats d'enquête initiée par la Maison des médias. Cela ne vous aura pas échappé, la publicité gagne de plus en plus d'espace dans les journaux béninois. Fini l'époque où on ne lui réservait qu'une petite partie des pages des quotidiens. Pourquoi cette présence parfois massive dans la presse? Que représente la publicité pour ces journaux? Réponse dans ce sujet que propose de suivre. Au quotidien paraissent au Bénin une kyrielle de journaux dont les unes sont relayées dans les médias. Si l'on sait que la publicité est l'une des sources de renflouement des caisses des organes de presse, peut-elle constituer un véritable moyen de survie pour un quotidien? Un organe de presse, c'est 2 marchés. Vous avez le marché de vente directe de journaux, le nombre d'abonnés, et puis vous avez le marché publicitaire. Et le marché publicitaire dépend du nombre d'abonnés que vous avez ou du nombre de personnes que votre journal peut impacter. Que lorsque vous sortez une parution de votre journal, le nombre de personnes que cela peut impacter, c'est cette quantité de personnes que vous revendez sur le second marché qui est le marché des annonces et de la publicité. Le journal ne peut pas vivre que de la publicité, ne peut pas vivre théoriquement que de la publicité. La première ressource des journaux, c'est d'abord les abonnements et la vente directe de journaux. Dans l'ensemble, on peut dire que les journaux vivent légèrement de la vente à la grille, mais aussi de publicité, de partenariat et de contrats de communication qu'on peut retrouver dans le vaste domaine du partenariat. Si un organe de presse écrite a plusieurs sources de financement, il est important pour ses directeurs de publication de révéler les vraies difficultés auxquelles ils font face. Le premier marché qui constitue le marché des abonnements et le marché de vente directe des journaux n'est plus un marché aussi reluisant qui puisse permettre aux journaux d'avoir une quantité importante de ressources à partir de la vente directe de journaux ou à partir de certains abonnements. Donc, il se tourne vers le marché publicitaire. Mais il se fait aussi qu'au Bénin, le marché publicitaire se résume à quelques personnes, notamment, quand on parle de publicité, je ne vais pas dire publicité, le marché par exemple des annonces, notamment les structures publiques, l'État,
qui, par le lancement d'appels d'offres, a vu communication sur un certain nombre de ces actions, fait des annonces dans les journaux et qui permet à ces journaux d'engranger un peu de ressources. Et il y a les entreprises, structures privées, organisations internationales aussi, qui font de la publicité ou des insertions ou des annonces. Et lorsque nous venons sur ce marché publicitaire aujourd'hui, c'est un marché très restreint. Aujourd'hui, il se fait que les contrats de prestation, moi je n'appelle pas ça contrat gouvernemental, les contrats de prestation que nous avons avec les structures publiques et autres, tout ça a été coupé au nom d'une normocommunication qui est en cours et ça pénalise parce que même les abonnements que nous avions avec les structures publiques aujourd'hui, les abonnements sont hypothéqués et c'est un sérieux problème. Déjà dans un environnement où le marché publicitaire est réduit à sa portion la plus congrue et qu'on en arrive à réduire aussi les abonnements où c'est l'État qui est notre plus gros abonné aussi. C'est l'État. Donc même si on ne veut pas faire des prestations publicitaires, des contrats de communication, les abonnements c'est l'achat de journaux. Et tout le monde, quand on va dans les services publics, tout le monde a le réflexe de tirer un journal et de lire dans une salle d'attente. Mais c'est quelqu'un qui fabrique le journal et ça a un coût. Toutefois, quelques pistes de solutions sont nécessaires pour la survie des organes de presse au Bénin. Il faut nécessairement aller à un regroupement pour sortir un groupe de presse. Nous devons aller vers les groupes de presse, des groupes de presse solides qui ne sont pas cantonnés seulement dans les communes à statut particulier, Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Parce que lorsque vous créez un quotidien qui se dit quotidien béninois d'obédience nationale, c'est qu'il doit rester qu'à 8 heures, celui qui est à Malanville doit pouvoir lire votre organe. Et en dehors de cela, pour que ces conditions soient utiles, il faut d'abord une éducation préalable. Et l'éducation préalable, c'est d'apprendre aux gens à lire. Il faut que le matin, il y ait un réflexe de lecture, que les gens lisent leurs journaux au lieu de rester à lire les titres et se faire manipuler par un nouveau genre qu'on appelle la revue de presse, qui constitue la plaie de l'information plurielle. Je crois par exemple qu'il faut voir comment réformer l'attribution de l'aide de l'État à la presse. Nous sommes allés au fond, mais est-ce que c'est l'idéal le fond? Est-ce qu'il ne faut pas répartir c'était sur un certain nombre de choses? Par exemple, comme des subventions directes aux abonnements dans les services publics, comme des subventions directes au transport ou des subventions directes à la messagerie de presse ou autre. Il faut réfléchir dans ce sens. Une chose est de créer un organe de presse écrite, mais l'autre est d'assurer sa survie. Vu la multitude des quotidiens qui paraissent au Bénin, l'on ne peut donc pas compter seulement sur les contrats publicitaires. Un sujet de Mori Agua et Damien Pedro. Actualité en dehors du Bénin, la lutte contre l'épidémie de sida au nord du Cameroun à 1 an. All In, c'est une mobilisation communautaire qui privilégie le dialogue entre les jeunes. Je vous propose d'écouter quelques acteurs de cette lutte. En fait, c'est une plateforme de concertation, de toutes les interventions que nous menons en direction de la lutte contre le VIH-Sida chez les adolescents. Donc un père éducateur, c'est celui-là qui transmet le savoir qu'il a acquis à son semblable. C'est ce que moi j'appelle un père éducateur. Donc essayer de comprendre son second, essayer de l'aider, essayer de voir quels sont ses problèmes et résoudre ça ensemble. C'est ça un père éducateur. Se faire dépister, on a peur. Pas qu'on nous dit que tu as le VIH-Sida, ça fait un peu peur. C'est comme ça qu'elle m'a parlé. Bon, j'ai pris mon courage, je suis allée me faire dépister et j'ai compris, j'ai eu à savoir mon statut. Et moi, ça m'a donné plus de courage pour pouvoir expliquer aux autres jeunes, surtout mes proches, à les expliquer comment ça doit se passer. En France, il est également question de lutte contre le sida. Une conférence y réunit des grands noms de la recherche mondiale. C'est dans ce contexte que ces organisateurs ont appelé les USA à rester premiers contributeurs de la lutte contre le sida, malgré les coupes budgétaires prévues par Donald Trump. L'an dernier, ils ont consacré 4,9 milliards de dollars à cette lutte, soit 2815 milliards de francs CFA. Et puis les coûts du pétrole brut ont connu une hausse lundi. C'est en Asie qu'on note cela. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.